Belkacem. Alors je me demandais comment C'est vous, vous hein. pensez que la gauche peut potentiellement reconquérir le pouvoir et va-t-elle le faire un jour ou est-on définitivement dans un monde, dans le nouveau monde que décrit Macron? Est-ce que la gauche va reconquérir le pouvoir? Évidemment qu'il faut qu'elle le reconquiert. C'est pas gagné d'avance, mais comme n'importe quelle élection n'est jamais gagnée d'avance. Mais honnêtement, moi, je crois pas du tout au récit, pour le coup, un peu médiatique qui nous est fait aujourd'hui sur le duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Je crois pas parce que je pense que, alors là, vraiment, s'il y a une chose même dont je suis persuadée, c'est que les Français ne veulent pas revivre le second tour de l'élection présidentielle 2017. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont l'impression de s'être fait quand même avoir dans ce choix qui n'en était pas un. Donc je n'imagine pas que ça puisse se reproduire. Après, une fois qu'on a dit ça, on a besoin évidemment, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, que se dessinent des alternatives clairement identifiables par les Français. La gauche a souffert pas mal, je pense, du fait que dans un premier temps, Emmanuel Macron était apparu comme l'homme du en même temps, avec une jambe de gauche et une jambe de droite, et que du coup, un certain nombre de gens, et y compris de responsables politiques, y compris au sein du PS, je pense, ont rejoint cette aventure qui s'est révélée être une mésaventure. Et donc, du coup, dans la compréhension, on va dire, de l'opinion publique, il y avait du mal à comprendre en quoi le Parti socialiste était différent de LREM. Et ça nous a fait beaucoup de tort. Alors, je pense que vous avez suivi suffisamment mon parcours pour savoir que moi, je n'ai jamais été tentée par une telle confusion, mais alors vraiment jamais. Mais je dois reconnaître que cette confusion-là nous a fait énormément de tort, et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps pour se remettre sur nos deux jambes et tenter de redonner à voir ce qui fait notre différence. Et puis ensuite, ce dont nous souffrons à gauche, c'est la fragmentation de nos électorats et de nos propositions politiques. Et donc, vous voyez bien qu'aux élections européennes, il y avait 5 listes de gauche différentes qui auraient pu n'en faire qu'une. S'il y a bien une chose que j'ai apprise de la politique, c'est que, en fait, de plus en plus, le temps est comme compressé, comprimé, précipité, et que à 2 ans d'une élection, c'est très difficile de faire des plans sur la comète, parce que c'est toujours ce qui se passe dans les tout derniers mois qui va finalement dicter le résultat de cette élection présidentielle. Madame Vallaud-Belkacem, la loyauté en politique est-elle une nécessité, un devoir ou est-elle un piège ? Bonjour Laurie. La loyauté en politique, c'est une évidence. Ça peut être tout à la fois, tout ce que vous venez de dire à la fois. Il peut y avoir du positif et du négatif, mais c'est une évidence. On ne fait pas de politique dans ce cas-là, si on n'est pas capable d'être loyal. Parce qu'en fait, quand on dit loyauté, c'est pas seulement loyauté aux gens qui vous entourent, du même parti, de la même formation que vous. C'est loyauté aux idées que vous défendez. Parce que si vous êtes capable d'être déloyal avec les gens, vous êtes déloyal avec les idées. Et si vous êtes déloyal avec les idées, vous êtes déloyal avec les électeurs. Donc à partir de là, on parlait tout à l'heure de crise de confiance. Comment voulez-vous que les gens aient confiance encore dans les politiques? Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être remis au goût du jour, revalorisé. Or, dans le récit médiatique de la politique que j'évoquais tout à l'heure, où on parle sans arrêt des arrière-cuisines, j'ai l'impression qu'en fait on a fini par quasiment valoriser le fait d'être déloyal comme une preuve de courage, de panache. Pas du tout, mais c'est nul, c'est méprisable d'être déloyal. Bonjour Madame Najat Vallaud-Belkacem, je m'appelle Mariama et j'aimerais savoir quel est votre rôle au sein de l'ONG One créée par Bono. Merci beaucoup. Bonjour Mariama, merci pour la question. En fait, j'ai rejoint l'ONG One au mois de mars dernier, donc en plein confinement. Alors l'ONG One, c'est une ONG qui a été créée au début des années 2000, notamment par Bono, le chanteur du groupe U2, et qui a vocation depuis des années à lutter contre l'extrême pauvreté et ce qu'on appelle les maladies évitables dans les pays les plus pauvres du monde. Les maladies évitables, c'est des maladies qu'on a su contrer dans nos pays occidentaux et qui ont toujours cours malheureusement dans ces pays les plus pauvres et qui sont surtout toujours mortelles. Donc imaginez la rougeole, la tuberculose, la malaria et d'autres, le sida bien sûr, qui sont toujours mortelles là-bas et par centaines et centaines de milliers. Donc
Pourquoi est-ce que ces maladies sont évitables? Parce qu'on a les traitements. Et donc l'idée, c'est comment rendre accessibles ces traitements à ces populations. Et nous passons notre temps à recueillir des financements, à recueillir des engagements des États riches et des institutions internationales pour que soient mis à disposition des financements auprès d'acteurs comme l'Alliance du vaccin qui s'appelle Gavi, qui ensuite vont se charger de ces vaccinations. Donc en fait, notre credo, c'est la solidarité internationale, c'est qu'une vie est une vie, c'est qu'il n'y a pas de raison d'accepter davantage des mortalités évitables là-bas qu'ici, et donc nous nous battons pour cela. Lors de votre prise de fonction en tant que ministre des droits des femmes en 2012, vous aviez déclaré vouloir faire émerger une 3e génération de droits des femmes. Certaines militantes féministes actuelles parlent de 4e génération. Que pensez-vous de l'évolution de ces droits depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui en 2020 ? Alors, je pense que en fait, nos sociétés ont été, depuis 2012, plus exactement depuis 2017, on va dire. Avec MeToo ? Avec MeToo, nos sociétés ont été clairement éclairées, beaucoup plus que par le passé, sur ces phénomènes d'inégalité femmes-hommes. Donc ça a été quelque chose d'assez positif qui s'est joué dans l'espace public, privé, interrelationnel, parce que des sujets qui n'en étaient pas auparavant, qui étaient complètement passés sous les radars, sont devenus des sujets de discussion publique. Et c'est toujours bien quand ça se produit, parce que ça veut dire que finalement le niveau d'intolérance à l'égard du sexisme s'accroît. On est de plus en plus intolérant à l'égard des gestes sexistes ou des propos sexistes. Et ça, c'est une très bonne chose. La question, c'est que fait-on de cette sensibilité renforcée, et notamment quand on est pouvoir public? Comment est-ce qu'on en profite pour améliorer les législations, pour être plus sévère sur certains sujets, les inégalités professionnelles en entreprise, l'absence de parité en politique, etc. Et moi, mon sentiment, c'est qu'entre 2012 et 2017, c'est pas du tout pour jeter des fleurs au gouvernement auquel je participais, néanmoins, je vous avoue que franchement, il s'est passé énormément de choses entre 2012 et 2017 sur le sujet des droits des femmes. On a à la fois progressé dans la législation, je sais pas, par exemple, on parlait de parité en politique tout à l'heure, on a quadruplé dans la loi que j'ai fait adopter les sanctions financières aux partis politiques qui ne respectent pas la parité. Donc aujourd'hui, d'ailleurs c'est pour ça qu'en 2017, du coup, vous avez eu des candidatures beaucoup plus paritaires. On a instauré dans toutes les organisations professionnelles, sportives, représentatives, le principe de parité pour faire en sorte que finalement, que ce soit dans les chambres de commerce, que ce soit dans les institutions sportives, que ce soit un peu partout et pas seulement en politique, on se pose à chaque fois bien la question de mettre en avant des femmes et pas seulement des hommes. Bref, on a énormément agi. Et j'aurais attendu, à partir de 2017, après le mouvement MeToo, le même type de mobilisation très forte. Et notamment une mobilisation sans faille sur les violences faites aux femmes, puisque ça a été beaucoup dans le cœur du débat, qu'il y a eu des manifestations comme on n'en a jamais vu. Le 8 mars dernier, on n'avait jamais vu une mobilisation pareille dans la rue. Avec nous toutes. Avec nous toutes en particulier. Et en fait, il y a un Grenelle des violences faites aux femmes qui a été organisé par le gouvernement. Les associations réclamaient 1 milliard d'euros après avoir analysé les besoins, notamment de création de places d'hébergement, etc. Et en fait, le gouvernement a accouché d'une souris qui n'avait strictement rien à voir avec les besoins. Donc, moi, je suis très déçue. Je suis très déçue. Je trouve que depuis 3-4 ans, alors que tout était en place pour qu'il y ait une impulsion extrêmement forte sur ce sujet, en fait, il y a eu un coup d'arrêt qui a été donné avec un discours qui dit le contraire, donc c'est toujours pénible parce que ça introduit une confusion énorme. Merci pour ces réponses, Madame Vallaud-Belkacem. Merci à vous.